Merci pour l'invitation et pour cette belle session d'anesthésie riche en discussion, notamment sur la kétamine, riche en apprentissage pour les jeunes et les moins jeunes, et surtout en partage d'expériences. Alors, je le remercie aussi parce qu'il m'a proposé un sujet pas très orthodoxe, l'AVC péri-opératoire, qui est moins bien connu finalement, ou je dirais plutôt moins bien guetté par les anesthésistes réanimateurs, contrairement à son aîné peut-être l'IDM péri-opératoire. Il a été longtemps considéré comme une fatalité. On commence à voir un peu plus clair depuis ces 10 dernières années. Et donc l'anesthésiste réanimateur a tout son mot à dire là-dedans et on verra ça ensemble. Et puis, oui, l'AVC péri-opératoire, il est assez pas très fréquent, mais les situations à risque cérébral, on y est confronté tous les jours. Il faut savoir qu'on tourne par exemple sur la région de Fès à 900 000 AVC par an. Et donc forcément dans nos blocs opératoires, on aura à gérer ce genre de patients. Et typiquement, c'est ces sujets âgés qui sont vasculopathes, qui ont des antécédents d'AVC, qui viennent pour des tumeurs coliques ou des chirurgies qui vont, on va dire, semi-urgentes, comme une tumeur qui saigne ou autre, peut-être qu'ils sont en ACFA, qui sont sous antivitamine, et on se pose pas mal de questions en termes de gestion des thérapeutiques, en termes de risque cérébral, etc. Et on va essayer d'y répondre petit à petit. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? C'est quoi un IDM, ou pardon, un AVC, le lapsus, un AVC péri-opératoire? C'est un événement cérébrovasculaire qui se présente sous forme d'un infarctus cérébral ischémique ou hémorragique et qui survient au cours d'une chirurgie dans les 30 jours qui suivent. Ça veut dire que votre patient, s'il vous fait à J0 au moment de la chirurgie un AVC, c'est un AVC péri-opératoire, si on est sous ALR. S'il vous l'a fait à J3, on va dire à la salle de réveil, c'est un AVC péri-opératoire. À J3 dans les étages, c'est un AVC péri-opératoire. À J20 à sa maison, c'est un AVC péri-opératoire. Et donc on comprend que finalement, c'est rattaché au contexte péri-opératoire et c'est forcément rattaché à votre prise en charge, à notre prise en charge en tant qu'anesthésiste, depuis l'évaluation préopératoire jusqu'au post-opératoire. Alors, on distingue l'AVC symptomatique, lorsqu'on parle d'overstroke, c'est l'AVC manifeste qui dure plus de 24 heures, et l'AVC asymptomatique, ou le covert stroke, qui n'est pas si rare que ça. Ça peut atteindre une incidence de 7%. Pire encore, c'est associé souvent à un délirium péri-opératoire, à un déficit cognitif à 1 an et au risque de récurrence d'AVC ou d'installation d'un AVC ou d'un AIT à 1 an. Donc votre prise en charge, notre prise en charge en péri-opératoire, elle va conditionner le pronostic de notre patient au moins jusqu'à 1 an. Et cet AVC péri-opératoire, il est majoritairement ischémique, essentiellement un mécanisme thromboembolique, contrairement à ce que l'on peut penser autant qu'anesthésiste réanimateur. L'AVC hémodynamique n'est pas si fréquent que ça, au moins, bon, l'hypoperfusion elle est au moins un facteur, on va dire, secondaire qui aggrave. Alors, pourquoi en parler et pourquoi lui réserver tout un topo? C'est tout simplement, comme j'ai dit, c'est assez inhabituel, on va dire, dans notre pratique. C'est vrai que ça ne couvre pas nos services, comme l'IDM péri-opératoire, et finalement, on va voir ensemble que ce n'est pas si rare que ça. Il est très difficile à détecter puisqu'il est souvent décalé par rapport à la chirurgie. Il est redoutable parce qu'il est associé à une mortalité extrêmement importante. Mais il y a de l'espoir parce qu'il y a une révolution thérapeutique avec l'avènement actuellement du traitement endovasculaire et c'est ce qu'il a remis au devant de la scène. Alors, en termes d'incidence, vous voyez que l'AVC péri-opératoire n'est pas si rare que ça quand on le compare à l'IDM péri-opératoire. Ça tourne autour de 0,1 à 3% en chirurgie non cardiaque. C'est une incidence qui est forcément sous-estimée parce qu'on n'a pas d'outils de dépistage comme pour l'IDM, il n'y a pas la troponine ni le CG du cerveau. C'est une incidence qui se verra certainement en augmentation et sur ce graphe, on voit bien en mauve, on a une baisse avec le temps des IDM péri-opératoires contre une augmentation, on va dire, de l'AVC péri-opératoire. Pourtant, ces patients-là, les facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont les mêmes pour les deux événements, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez bien par rapport au diagnostic. C'est associé à une mortalité extrêmement élevée. Il faut savoir que votre patient, s'il vous fait un AVC péri-opératoire, ça multiplie sa mortalité par 8. Et s'il vous fait un AVC dans le contexte péri-opératoire, ça multiplie sa mortalité par 2, alors qu'il l'aurait fait en contexte non péri-opératoire.
Comment expliquer cette mortalité? Tout simplement parce que, en plus de la réponse inflammatoire qui est particulière, on va dire, à l'AVC, se surajoute la réponse inflammatoire qui est liée à la chirurgie, donc les dégâts tissulaires et l'activation de la coagulation. En plus, vous avez la comorbidité du patient qui va jouer un rôle. On a certaines chirurgies particulières avec des positions particulières, notamment sur les chirurgies cervicales ou les chirurgies, par exemple, de l'épaule, avec une position transverse ou l'hypoperfusion cérébrale et à risque. Et puis, on a une gestion périopératoire qui est un peu particulière. Il suffit d'une hyperglycémie, un saignement parce qu'on n'a pas arrêté l'aspirine alors qu'il fallait le faire, un état d'hypercoagulabilité avec une instabilité de plaque, un risque d'instabilité de plaque qui va se rendre parce qu'on n'a pas bridgé par exemple l'anticoagulation. Enfin, tout ça, ça peut concourir à l'augmentation de ce risque de mortalité qui est multiplié dans le contexte périopératoire. S'il rajoutera tout simplement le risque d'impasse thérapeutique, parce que la revascularisation pharmacologique dans le contexte périopératoire est assez compliquée. Mais on va voir que pas tout à fait. Et donc, il est tout à fait normal et tout à fait judicieux d'essayer d'établir une chaîne de survie où le time is brain prend tout son sens dans ce contexte-là et où le médecin anesthésiste réanimateur jouera un rôle central dans la prise en charge en identifiant essentiellement les patients qui sont à risque pour pouvoir les intégrer dans un parcours de soins qui devra être déjà préétabli en adoptant une stratégie qui couvrira le préopératoire, le post-opératoire et le post-opératoire avec une stratégie de prévention individualisée. Et donc, typiquement en consultation pré-anesthésique, il faudra détecter ces patients qui peut-être auront besoin d'une prise en charge dans un centre de référence parce qu'ils sont à très très haut risque cérébral et s'ils font une complication, on n'a pas les moyens de les prendre en charge localement. Ou décider par exemple du maintien. Le relais des médications, on va le voir, c'est toute une paire de manches, ou d'un monitorage préopératoire, etc. Donc la première étape, c'est d'identifier les risques qui sont liés aussi bien à la chirurgie qu'aux patients. Et on voit bien, le risque il est beaucoup plus important en chirurgie cardiaque. L'incidence de l'AVC périopératoire est important avec les chirurgies valvulaires, notamment la valve mitrale, ou encore quand on est sur des chirurgies de la crosse, de l'aorte, ça on le sait très très bien. En chirurgie vasculaire aussi par rapport à l'aorte, manipulation de l'aorte thoracique descendante, ou encore quand on est sur une chirurgie de la carotide. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette chirurgie générale. C'est les patients convenants auxquels on est confrontés tous ensemble ici. Et donc dans cette chirurgie générale, vous voyez bien qu'en vert, l'incidence elle est presque, on va dire, négligeable, mais elle grimpe rapidement à 3% quand le patient cumule des facteurs de risque ou s'il a un antécédent d'AVC préopératoire. Elle peut grimper à 7% ou 10% quand on parle d'AVC symptomatique, quand finalement, c'est pas si rare que ça. Et donc, il faudra identifier ces facteurs de risque qui sont liés aux patients. Et dans ces facteurs de risque, vous les connaissez probablement tous, c'est le CHADS vasculaire, donc l'âge, le sexe féminin, l'athérosclérose, HTA, insuffisance cardiaque gauche, sténose carotidienne, insuffisance rénale et diabète, mais on s'intéressera essentiellement à ceux qu'on pourra probablement moduler. Et donc, on donnera une attention particulière, finalement, à ces patients qui ont un antécédent d'AVC. Et la première question qui vous vient à l'esprit quand vous avez un patient aux antécédents d'AVC, c'est quel délai AVC-chirurgie? Eh bien, il faut savoir que votre patient, alors sur cette courbe-là, votre patient, il est considéré à très très haut risque si l'AVC date de moins de 3 mois. À moins de 6 mois, il est considéré quand même toujours à haut risque cérébral. Et finalement, le risque il ne revient à la normale qu'aux alentours de 9-12 mois. C'est-à-dire que si vous avez une chirurgie qui n'est pas extrêmement urgente, il faudra la décaler au moins, on va dire, à 9 mois. Pourquoi 9 mois? C'est pas pour faire chier votre chirurgien, c'est tout simplement parce que c'est le temps qui est nécessaire pour reposer le cerveau, to cool off the brain. C'est le moment où l'autorégulation a besoin de revenir à sa normalité. Et comme on l'a vu très très bien avec le professeur Bichely, c'est le moment aussi nécessaire, on va dire 4 semaines pour qu'on ait une réactivité au CO2, etc. C'est aussi le moment nécessaire ou le délai nécessaire pour faire un bilan de cet AVC. Souvent, nos patients ne sont pas très bien bilantés quand ils font un AVC. Donc voilà, carotide, on va voir les carotides, la CFA, le TT, etc. Et c'est le moment aussi pour pouvoir optimiser les traitements. Et donc, en parlant de traitement, quels seront les traitements qu'il faudra éventuellement maintenir? Alors, votre patient, il a un AVC, il est sous anticoagulants, statine, bêta-bloquants, s'ils sont prescrits de façon chronique, vous les gardez. Les statines, c'est des stabilisateurs de plaques.
Ça a été prouvé que ça faisait très très bien dans l'IDM périopératoire et on calque ça à l'AVC périopératoire sans véritablement de preuves. Par contre, il faudra éviter l'introduction récente de bêta-bloquants et on en reparlera. L'aspirine, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas véritablement de recommandations qui sont claires. Mais dans cette étude POISE 2, on avait remarqué que les patients chez qui on avait maintenu l'aspirine avaient plus de risque hémorragique qui surplombait le risque thrombotique. Et donc, la question se pose, c'est au cas par cas, c'est en fonction du seuil hémorragique de la chirurgie, c'est une concertation aussi avec votre chirurgie. Deuxième cas, votre patient est en ACFA. Alors, il faut savoir que la CFA augmente le risque d'AVC périopératoire, surtout en chirurgie cardiaque, un double mécanisme embolique et hypoperfusion. Et quand j'ai mon patient qui est en ACFA, je sors les outils pour l'évaluation finalement du risque thromboembolique qui est lié au patient, donc c'est le chasse vasculaire. Le risque hémorragique qui sera lié au patient, c'est le AST-BLED, et le risque hémorragique lié à la chirurgie. Et donc, on va se concerter avec cardiologue et neurologue. Entre-temps, je vais m'assurer bien sûr de l'équilibre volinique et de l'équilibre hydroélectrolytique. Mon patient est sous anticoagulant sur décision du cardiologue. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un relais ou pas de relais? Alors, toutes les sociétés savantes s'accordent finalement à faire un relais, ce qu'on appelle le bridge. Si votre patient est en ACFA, qu'il est sous antipalmica et qu'il a un antécédent d'AVC. Comment je fais ce relais? Alors, on va s'intéresser à cette petite case encadrée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, peut-être pas. Alors, de façon très simple, si votre patient est sous antivitamine K, quel que soit et qu'il a haut risque thromboembolique, et qu'on va faire un relais, quel que soit le risque hémorragique lié à la procédure, on va arrêter les antivitamines K à J-6 de la chirurgie. On arrête à J-6, on relaie par de l'héparimab moléculaire ou de la chaînette à J-5, -4, -3, -2, -1, J0 chirurgie, et on reprend dans les 24 heures. Pour les anticoagulants oraux directs, pas de bridge. Donc on va arrêter en fonction de la molécule et des comorbidités, notamment de la fonction rénale, 2, 3 ou 5 jours avant la chirurgie, et on va reprendre 2-3 jours après la chirurgie ou dans les 24 heures en fonction de votre risque hémorragique. Ce qui est extrêmement important, c'est que cette attitude-là, il faut qu'elle soit écrite. Il faut qu'on ait une traçabilité, que ça soit bien expliqué aux patients, aux chirurgiens et à sa famille. Les bêta-bloquants, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, depuis cette étude de POISE publiée en 2008, où les bêta-bloquants étaient très à la mode, on voyait que ça diminuait les événements cardiaques, ça diminuait le risque d'ACFA de nouveau, mais par contre, on avait une augmentation du risque d'AVC, augmentation d'hypotension, de bradycardie. Alors, il a été critiqué parce que dans cet essai, on avait utilisé des doses élevées de bêta-bloquants et il n'y avait pas de titration. Donc, les études qui sont venues après, ils ont remis en cause peut-être un effet spécifique du méthoprolol, parce que finalement, l'athénolol et l'esmolol n'étaient pas associés à ce risque, qu'ils soient utilisés en intraopératoire ou en pré-opératoire. Également, c'est peut-être dû aussi à cet effet, le méthoprolol, c'est un peu le médicament le moins cardiosélectif de tous les médicaments cardio-sélectifs, et donc ça a un rôle sur l'atténuation de la vasodilatation cérébrale qui est modulée ou médiée par les récepteurs bêta-2. Et donc on voit finalement qu'il y a plus de risques avec le méthoprolol, mais que ce risque-là, on va dire qu'il se rejoint à partir d'un seuil d'hémoglobine inférieur à 9 ou 10. Parce que ces patients qui sont sous bêta-bloquants sont extrêmement fragiles à la limite. Ça veut dire que votre seuil d'hémoglobine chez un patient qui est à haut risque cérébral devra se voir ou tourner autour de 9-10 d'hémoglobine. C'est un patient qui est bêta-bloqué et souvent les bêta-bloquants masquent aussi, on va dire, l'hémorragie. Mon patient a une sténose carotidienne, alors qu'est-ce que j'en fais? La sténose carotidienne multiplie le risque d'AVC par 5. Alors, est-ce qu'il faut dépister? Comment? Est-ce qu'on va s'amuser à faire des échographies, des transsupraortiques pour tous les patients? Pas forcément, c'est en fonction du type de chirurgie, de l'anesthésie, des comorbidités. En tout cas, il faut sculpter toutes les carotides, mais en fonction des comorbidités et du type de chirurgie, on décidera de faire une échodoplate des transsupraortiques ou pas. La deuxième étape sera, ok, j'ai trouvé une sténose carotidienne, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois revasculariser avant une chirurgie générale ou pas? Tout dépendra, est-ce que c'est symptomatique ou pas? C'est le degré de sténose, notamment quand elle est supérieure à 60%. C'est la stabilité des lésions, indépendamment des fois du degré de sténose.
C'est le terrain de votre patient et c'est l'expérience bien sûr de votre chirurgie. Très bien, mon patient est à haut risque cérébral. Quelle stratégie anesthésique? Comment est-ce que je vais l'anesthésier? Alors au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence vraiment pour une stratégie bénéfique par rapport qui modifie le risque d'AVC. AG ou ALR, alors c'est vrai qu'on a remarqué sur ces deux larges cohortes rétrospectives de patients PTH, candidats de PTH qui faisaient moins d'AVC sous ALR. Alors on sait très bien que l'ALR en chirurgie orthopédique réduit les phénomènes thromboemboliques et le risque hémorragique. On ne sait pas si c'est un effet qui est spécifique à la chirurgie orthopédique. En tout cas, malgré un faible niveau d'évidence, il faudra probablement préférer l'ALR quand c'est possible parce que ça vous permet un meilleur monitorage neurologique. Et surtout quand on est sur des chirurgies comme la chirurgie carotidienne qu'on voit ici, mais ça nécessite bien sûr une parfaite coordination avec votre chirurgien, surtout quand vous partagez le champ opératoire, et bien sûr une équipe qui est rompue à l'ALR et qui est prête à convertir mon AG en cas de souci. Maintenant, vous faites de l'anesthésie générale, pas d'argument en faveur d'un agent anesthésique particulier. Je ne reviendrai pas sur la kétamine, mais en tout cas, les différentes études qui ont parlé d'agents volatiles, propofol, c'est pas significatif, protoxyde d'azote, pas protoxyde d'azote, pas significatif. Il faudra préférer une anesthésie qui a élimination rapide, parce qu'il faut un examen fiable et rapide de votre patient au réveil. Et donc chez le sujet âgé, peut-être qu'il faudra éviter l'IVOC, propofol, parce que ça risque de s'accumuler, et préférer plutôt les agents volatiles, notamment le sévoflurane. Pas de stratégie de ventilation préventive en tout cas. Il faut, comme le professeur Michel l'a bien dit, normocapnie, normoxy, avec un monitorage de la glycémie, avec un seuil entre 1,30 et 1,80 et un seuil transfusionnel à 9. Alors, quel niveau de pression artérielle en flux opératoire? C'est une question extrêmement complexe. Ça, c'est le plateau d'autorégulation qu'on a précédemment vu. Et vous voyez que votre patient peut se placer à n'importe quel niveau de ce plateau. On peut ne pas avoir d'autorégulation, on peut avoir un plateau d'autorégulation normal ou être en HDA. En tout cas, on n'a pas de chiffre magique. L'hypotension artérielle opératoire, c'est quoi cette définition? Est-ce qu'on la définira par rapport à l'âge, comme morbidité, les complications qui sont incriminées? Est-ce que c'est la durée de l'hypotension artérielle? Est-ce que c'est par rapport à des valeurs absolues? Et dans ce cas-là, peut-être on préférera la systolique, la moyenne à la diastolique, ou c'est des valeurs relatives? Et relatives par rapport à quoi? C'est quoi la valeur de référence? Peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association statistique démontrée dans la majorité des études entre hypotension artérielle et AVC, et que le risque neurologique est proportionnel à la profondeur et à la durée d'une hypotension artérielle. Et donc souvent, on accepte des variations de pression artérielle autour de 20-30% de la valeur de référence. Et donc, comme on voit dans cette étude-là, alors, en haut, vous avez systolique et pression moyenne. Ça, c'est les valeurs, on va dire, absolues. Vous voyez qu'il n'y a pas véritablement d'association significative entre la valeur et l'AVC. Par contre, en bas, c'est des valeurs relatives. Et on voit qu'en systolique, à partir déjà d'une variation de 10%, vous avez une association extrêmement importante. Et pour la pression artérielle moyenne, ça commence à grimper à partir de 20% pour une association significative à 30%. Donc retenez que votre pression artérielle moyenne devra être aux alentours de 20-30% la variation par rapport à une valeur de référence. Une attention plus particulière à la chirurgie d'école en position transat, qui est souvent associée à une hypotension posturale, en plus de l'hypotension contrôlée qui est demandée par votre chirurgien. Et on voit bien que la différence entre votre brassard et la tête, alors c'est en général, 1 cm c'est 0,64 mm. En gros, si dans votre brassard vous avez 65 mm de PAM, dans votre cerveau c'est déjà 50. Si vous mettez votre brassard dans le pied, c'est encore pire. Donc c'est déjà quelque chose à apprécier. Très bien. Quel agent vasoppresseur utiliser? De l'éphédrine, de la noradrénaline, du binoradré, mais surtout pas de la phényléphrine, qui est un agent alpha pur. Oui, elle va vous augmenter votre pression artérielle, comme vous voyez à gauche, de façon extrêmement rapide, mais ça se fera contre l'effondrement du débit cardiaque, puisque vous avez une augmentation de la post-charge, une augmentation de la résistance au retour veineux, et donc automatiquement derrière, vous aurez une baisse de votre oxygénation cérébrale. Donc finalement, oxygénation cérébrale, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un monitorage par le NIRS?
On ne pourra pas conclure. Son rôle pour estimer le seuil d'autorégulation et pour réduire le petit AVC post-opératoire n'est pas établi. Et puis, on peut avoir plein de faux positifs et c'est par rapport à la longueur d'onde utilisée. En tout cas, ce qui est important, si vous avez à investir, il faut investir dans le monitorage continu de la pression artérielle. Parce que quelles que soient les variations que vous aurez sur cet algorithme dans le NIRS, la première des choses à faire, c'est toujours checker la pression artérielle moyenne, optimiser votre volémie, votre hémoglobine, vos éléments ventilatoires, etc. On arrive au diagnostic et à l'alerte, et donc il faut dire que c'est un véritable challenge parce qu'on l'a dit, on n'a pas véritablement un bon outil pour dépister, et donc tout se focalise sur votre examen neurologique qu'il faudra peut-être commencer à réapprendre aussi. Alors, il faut savoir que l'AVC périopératoire, il est souvent décalé. Quand vous êtes en chirurgie cardiaque, 50% des AVC se font à J0, par des phénomènes thromboemboliques, manipulation de la VOR, CEC, etc. Les 50% autres, c'est à partir de, on va dire, de J1. En chirurgie générale, la majorité des AVC, c'est en général à partir de J1, avec un nadir, un pic à J1, et la majorité des cas dans les 3 premiers jours. Comment est-ce qu'on pourra faire le diagnostic? Alors, dès la salle de réveil, c'est l'examen clinique. C'est souvent, bon, ça peut être un retard de réveil, ça dépend de votre durée de chirurgie, mais c'est à partir de 20-30 minutes, un réveil agité, rarement une convulsion, ou un trouble de langage, un déficit focal, ou encore une paralysie faciale, une hémiplégie. En tout cas, il faudra savoir repérer facilement les facteurs confondants, ce qu'on appelle les stroke minis, et donc il faut être sûr, checker votre glycémie de votre patient, s'assurer que ce n'est pas une communication qui est un peu trop lourde, surtout chez un sujet âgé. De toute façon, on n'est pas hypotherme, d'où l'importance de réchauffer ces patients-là. Attention au relargage. J'étais pas mal alertée par des patients, on va dire à 30 minutes, 45 minutes, on m'appelle, on me dit ok, le patient regarde dans le plafond, il ne bouge pas les manches, et finalement c'était un relargage. Donc ça c'est extrêmement important, et bien sûr éliminer un problème chirurgical. Est-ce qu'il y a des échelles? Alors il y a le fameux LIHSS, modifié des neurologues. Est-ce qu'il est adapté au contexte périopératoire? Pas mal d'études ont montré qu'il c'était faisable, qu'il était plus ou moins rapide, avec une moyenne de réalisation entre 3,5 minutes et 4 minutes, un peu plus longtemps en salle de réveil. En tout cas, est-ce qu'il est véritablement discriminatif? Peut-être qu'il a une valeur prédictive plutôt négative. Il y a l'échelle de Rosier, un peu plus simple. Vous vous basez sur l'évaluation de la faiblesse ou de langage ou encore au trouble visuel. Et puis, une échelle que j'aime bien, c'est de FAST, parce qu'on aime bien le FAST, nous, les anesthésistes réanimateurs. Et en général, donc, il suffit de voir la face de votre patient. Vous lui demandez de sourire, d'ouvrir grand les yeux, de fermer les yeux. Quand vous voyez s'il y a une paralysie faciale, vous lui demandez de bouger les mains, les bras, les pieds. Des fois, c'est difficile quand on est sous rachanesthésie ou si le patient a une chirurgie d'un ventre. Et bien sûr, vous vous assurez que ce n'est pas l'effet résiduel des anesthésies, de vos anesthésiques. Bien sûr, vous allez lui demander de parler. Vous allez pour pouvoir dépister, on va dire, une dysarthrie. Et surtout une difficulté, on va dire, à parler, donc en lui posant des questions simples, on est quel jour, vous vous appelez comment, etc. Et la présentation à ce bout. Il a fait un AVC. Et la faire l'AVC. Alors il faut qu'on marque l'heure. Ah, c'est bon. Il vous reste 3 jours. Parfait. Alors voilà, vous regardez, vous évaluez le trouble du langage de votre patient et bien sûr vous marquez l'heure. C'est le T, c'est le time. Il faut absolument marquer l'heure puisque time is great et ça va conditionner aussi votre attitude de revascularisation. Alors très bien, donc on a dit examen clinique, on a dit les échecs, peut-être retenir le FAST, et puis se posera la question des biomarqueurs ou encore de la neurophysiologie, c'est-à-dire l'EEG, Doppler transcrânien. Bah, sachez que c'est des pistes de recherche et qu'on n'a pas véritablement d'éléments forts en faveur. Alors, vous suspectez votre AVC, vous avez lancé l'alerte de l'AVC, vous avez contacté votre team stroke, vous avez marqué l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une imagerie cérébrale en urgence. Alors, idéalement, l'IRM cérébrale, mais elle n'est pas accessible partout. Là, ça dépend d'où est-ce qu'on travaille, tout le temps. Et surtout, c'est difficile des fois de déplacer un patient qui est intubé, ventilé en IRM. Donc, on préférera le scanner. Simplement, vous faites C-. Un C-, c'est pour éliminer l'hémorragie. Vous continuez sur le C+, avec un engin scanner pour détecter les gros vaisseaux, surtout une obstruction sur les gros vaisseaux. Vous allez voir ce qu'on appelle alors, le mismatch alors, entre le tissu infarci
qui est ici, qui est en rouge, et le tissu qui est sauvable. C'est-à-dire qu'il est toujours perfusé grâce à une circulation collatérale. Et donc, chez ces patients-là, surtout sur la première photo, le geste de revascularisation a un intérêt. Et donc, voilà. Par la suite se pose la question, on va dire, du traitement. Donc, j'ai fait le diagnostic de mon AVC. Qu'est-ce que j'en fais? On a parcouru du chemin depuis l'attitude contemplative d'avant les années, on va dire, 2000, où on proposait que du nursing pour nos patients. L'AVC, aujourd'hui, est devenu une urgence, on va dire, pharmacologique et interventionnelle, avec des options thérapeutiques comme la thrombolyse intraveineuse, la thrombolyse artérielle et surtout la thrombectomie. Alors, la thrombolyse intraveineuse, est-ce qu'on peut la faire dans un contexte périopératoire? Sachez qu'il y a des études qui se sont données à ça, mais ça a montré que c'était associé à un risque majeur de saignement, surtout si la chirurgie était récente, dans les moins des 10 jours. En tout cas, la chirurgie majeure dans les 14 jours sur un site incompressible, notamment le crâne, peut-être le rachis, c'est une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse. La thrombolyse intra-artérielle, est-ce qu'elle est intéressante? Donc on voulait s'affranchir de ce risque hémorragique, mettre un cathéter dans le cerveau, à l'intérieur du vaisseau, et mettre des thrombolytiques au contact du caillot. C'est assez décevant et ça donne quand même un risque hémorragique. Et donc finalement la thrombolyse intra-artérielle a été rapidement surplantée par la thrombectomie. La thrombectomie qui est associée en dehors du contexte périopératoire à un meilleur devenir à 3 mois, avec beaucoup moins de mortalité. Et c'est montré également localement. On a une série locale de près d'une trentaine de patients. Meilleur devenir à 3 mois. Et on a vu nos patients, on va dire, atteindre un niveau d'indépendance. 2 tiers de nos patients atteignaient un niveau d'indépendance à 3 mois, versus 1 tiers quand ils étaient uniquement thrombolisés sans thrombectomie. Et l'association de la thrombectomie est assez intéressante, beaucoup plus que la thrombectomie ou la thrombolyse, tout simplement parce que la thrombectomie ne se conçoit que si votre caillot est accessible. Donc vous avez une obstruction quand vous êtes en proximal, au niveau de la carotide ou au niveau M1. Et c'est clair que tous les autres peut-être caillots vont être récupérés par la thrombolyse en périphérie. Alors, est-ce qu'il se conçoit en périopératoire? Certainement oui, parce que les recommandations sont claires. Chaque fois que vous avez une contre-indication à la thrombolyse, vous faites une thrombectomie. Et ça a été démontré par cette étude française qui a montré que c'était faisable, que c'était assez safe. Et bon, malgré que le taux de mortalité était quand même assez élevé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont comparé les AVC périopératoires aux AVC non périopératoires. Et on avait dit que chez cette catégorie, la mortalité était beaucoup plus importante. Alors, rapidement, j'ai bientôt presque fini. Comment ça se passe? Alors, la procédure, vous avez un cathéter au niveau du vaisseau, au contact. Alors, c'est bloqué. C'est bloqué. Il est bloqué le diapo. Il est en train de travailler dessus. Alors, je voulais juste vous montrer un peu, parce qu'on est obligé d'avoir les images. Donc, en gros, c'est un cathéter qui va rentrer dans le vaisseau. On va déployer un stent. Et en le déployant, on va essayer de ressortir le caillot avec, tout en faisant une thrombo-aspiration. Donc c'est un système qui va associer un système mécanique, qui est un stent retriever, et un système d'aspiration ou de thrombo-aspiration. Et donc je voulais vous montrer l'image d'artériographie localement du service de radiologie. L'image avant et après avec le caillot et le stent de rapidement, je ne prends pas de temps. Il faut savoir que la thrombolyse intraveineuse, le délai de la thrombolyse intraveineuse, c'est entre 4h30, ça peut aller jusqu'à 9h. Et pour la thrombectomie, au départ, on avait commencé à 6h, un délai de 6 heures entre l'AVC et le geste de revascularisation. C'est bon? Je peux faire le plan écran?
Maintenant, on peut aller jusqu'à 12 heures et 16 heures, voire 24 heures. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en A, vous avez le cathéter qui va rentrer au contact du caillot, on va le dépasser, on va déployer le stent, on va retirer et tout en aspirant. Et donc vous voyez sur les images du bas, alors sur la première image, vous avez un obstacle et sur la photographie, on n'a pas de déploiement, de circulation. Sur la deuxième image, vous avez le déploiement sur la crosse et le déploiement du stent, et puis après vous avez une reprise à la centralisation avec le stent retriever donc, et le caillot. Un mot sur l'anesthésie, parce que c'est extrêmement important. Les masques, n'oubliez pas que c'est une anesthésie hors bloc opératoire. Donc vous êtes sur un lieu qui n'est pas familier, il faudra évaluer rapidement pour juger de votre technique anesthésique, anticiper surtout sur le contrôle des voies aériennes et sur le transport, mais surtout, il faut que ce soit une anesthésie monitorée. Donc ECG, parce que ces patients font beaucoup d'arythmies dans les premières 24 heures après AVC, PMI en continu, CO2 expiré, voie veineuse, bras gauche, puisque l'opérateur va se mettre du côté droit, la troponie, la douleur, les nausées, le globulinaire, parce que ça peut être des facteurs d'agitation sur table. Gardez-vous le patient en normotout, normoxie, normocapnie, normoglycémie, normovolémie, et bien sûr, vous ferez une HTA thérapie par de la nicartipine ou de la bétalol ou des vasoconstricteurs, épédrine ou noradrénaline en fonction de vos objectifs tensionnels. Avant reperfusion, ou en cas d'échec, vous gardez votre systolique entre 140 et 180, votre diastolique aux alentours de 105, votre pression artérielle moyenne doit être supérieure à 70. Après reperfusion, la systolique c'est aux alentours de entre 140 et 160, 90 de diastolique, parce qu'il y a ce risque d'hémorragie de reperfusion. AG ou anesthésie locale avec plus ou moins une sédation consciente. Vous allez contextualiser, individualiser au cas par cas. L'anesthésie générale va vous procurer un confort aussi bien pour vous, en tant qu'anesthésiste, qu'à votre patient, qu'au chirurgien. Indication bien précise, bien sûr, GCS bas, etc. Mais c'est surtout les patients qui ont un NIHSS assez élevé, et surtout sur les AVC de tronc avec des distensions du tronc cérébral. Par rapport à l'anesthésie locale, gardez peut-être à l'esprit qu'elle est extrêmement douloureuse, notamment au moment de la manipulation du cathéter en intracérébral, au moment de l'injection du produit de contraste, au moment du retrait du caillot, parce que vous avez une vasodilatation réflexe. Donc à ces moments-là, il faut penser à remettre des injections de vos analgésiques. Ça nécessite une parfaite organisation et coordination entre les équipes anesthésistes réanimateurs, neuroradiologues interventionnels, neurologues et chirurgiens. Et il faut dire qu'on a une excellente équipe localement que je voudrais saluer aussi bien pour des neurologues que des neuroradiologues interventionnels. Donc en gros, et c'est ma dernière plaque, et merci pour votre patience, finalement l'AVC périopératoire n'est pas si rare que ça. Ce n'est plus une fatalité, mais il nous pose pas mal de challenges. C'est une urgence pharmaco-interventionnelle multidisciplinaire qui devra être prise en charge certainement dans un stroke center par un stroke team. Vous avez vu que la prévention, elle est améliorable, donc il faut détecter les patients à haut risque cérébral pour pouvoir optimiser leur prise en charge en préopératoire. Il y a toujours des challenges persistants en termes de diagnostic rapide. On n'a pas le bon outil de dépistage, on n'a toujours pas la troponie du cerveau, on ne connaît pas la baisse pression artérielle, type d'anesthésie, monitorage préopératoire. En tout cas, il faudra peut-être commencer à faire et à calquer notre parcours de soins pour l'AVC tout court à l'AVC périopératoire. Et je vous remercie pour votre attention et surtout votre patience.